il y a des qualités qui peuvent devenir des défauts et des défauts qui peuvent être des qualités. Et là, quand on est tous les deux face à face, si jamais on boxait, tu pourrais être meilleur que moi. Je pense que tu me battrais quand même. Tu pourrais être meilleur que moi sur 9 domaines sur 10, tu vois. Mais si toi, tu t'éparpilles sur les 9 domaines et que moi, j'ai trouvé ta faille et que je l'exploite à 100%, bah, je peux te battre. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je vais déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview sur le Crayon Business. J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir Cyril Benzakem. Salut Cyril. Salut l'équipe du Crayon. Ça fait très plaisir de te recevoir. Tu es double champion du monde et de kickboxing et de boxe thaï. C'est ça, 5 fois champion du monde en kickboxing. 5 fois champion du monde en kickboxing. Je savais même pas, je pensais que c'était le moment. C'est ultra impressionnant. Et j'aimerais vraiment commencer avec cette question qui est peut-être difficile pour toi d'y répondre parce que tu vis ta vie, la tienne, donc ça te paraît peut-être bizarre de l'extérieur. Mais comment on devient numéro 1 en fait ? Alors on devient numéro 1 forcément en s'inspirant des meilleurs, donc ça veut dire déjà trouver son modèle d'inspiration, donc que ce soit des champions de mon sport ou des champions d'ailleurs, et surtout en fait en ayant confiance en soi et en se disant bah, c'est possible, si je rêve de le devenir, ben, je peux le devenir. Et après c'est toute la discipline qui s'ensuit pour travailler. Ouais, parce que j'ai l'impression que la discipline, c'est un truc qui revient énormément auprès des sportifs. Et j'ai l'impression que c'est une face cachée qu'on montre pas du tout en fait dans le sport. Est-ce que c'est un truc qu'on essaye de pas trop mettre en avant ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu une forme de jardin secret d'un sportif de haut niveau ? Alors la discipline elle est fondamentale, elle fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire qu'on répète nos gammes comme tu répéterais, un artiste répéterait ses gammes au piano, on répète, on s'entraîne, on répète jusqu'à que ça fasse partie de notre ADN. Et après, là où se fait la distinction entre un mec bon et un champion, c'est pour moi sa capacité à persévérer et ce qu'on appelle la résilience, parce qu'on traverse des échecs en tant qu'athlète qu'il faut surmonter, et c'est là où tu vois ceux qui vont faire des vrais résultats, c'est quand malgré la tempête, eh ben on tient le cap. Et à quel moment on arrive dans les moments de doute à remettre la marche avant ? Parce que dans tous les échecs, et d'ailleurs pas seulement dans le sport mais dans d'autres domaines, c'est quoi le moment pivot en fait où on remet la marche avant ? Bah, déjà le premier moment de doute, tu sais, il arrive très, très tôt. Moi par exemple, dès que j'ai parlé de boxe de manière professionnelle à mon entourage, à ma famille, on m'a dit non, non, c'est pas bien, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, etc. Donc là forcément il y a un premier doute. Et il suffit en fait de toujours s'écouter, se dire bon bah c'est quelque chose que j'ai au fond, quelque chose qui me tient à cœur, et si c'est si profond que ça, bah, c'est que ça en vaut la peine, et du coup il va falloir que je croie en moi, et même les gens qui m'aiment, et je sais qu'ils sont bienveillants, mais c'est pas eux qu'il faut écouter, c'est moi. Oui, parce que eux ont peur pour toi en fait presque. Exactement, eux ils te transmettent juste leur propre peur, et c'est parfois contagieux, et l'idée c'est de pas avoir peur de leur peur. J'avais vu une interview d'un grand sportif américain qui disait que lui, ce qu'il voyait de la différence entre les plus grands champions et ceux qui sont juste bons, c'était une espèce de vision obsessive des détails. Est-ce que tu vois un peu la même rigueur que tu t'imposes et celle que tu as vue dans les sportifs que tu as rencontrés ? Exactement, c'est le juste mot, c'est une obsession. C'est-à-dire que donc moi je commence à 13 ans, et en fait au bout de quelques semaines, quelques mois, dès que je ressens que c'est ça que je veux faire de ma vie, en fait je me mets à me comporter plus ou moins comme je me serais comporté si j'avais 25 ans et que j'étais champion du monde. Donc je m'impose une discipline, une rigueur, une hygiène alimentaire, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le présent en fait, mais qui sont la personne que je veux devenir. Et du coup ça pour une seule raison, c'est cette obsession à vouloir réussir, et quand tu as un échec, quand tu as une épreuve, et ben cette obsession en fait elle te permet de toujours nourrir cette motivation. Je suis d'accord, mais pourtant on a l'impression que peut-être certains athlètes sur un coup de chance ont réussi à faire de grandes choses. Je prends l'exemple de Fury et Wilder qui avait été un combat très suivi. De l'extérieur, on comprend pas pourquoi il gagne. On a l'impression qu'il est moins fit, qu'il est moins. Est-ce que finalement les détails peuvent être sur autre chose que de l'alimentation. Enfin, où est-ce que tu vois toi le moment en fait où tu vas devenir
quelque chose d'autre. En fait, tu sais, en boxe, il y a ce qu'on appelle un dominé et un dominateur. Et en fait, Fury, peu importe l'apparence physique qu'il avait, il est au-dessus de Wilder techniquement et tactiquement, ce qui fait qu'il a pris le dessus. Et en fait, il a été capable de montrer à Wilder, qui était l'homme le plus puissant, mec, tu peux pas me mettre KO. Du coup, l'arme la plus forte et la plus ultime de Wilder, elle passe pas avec Fury. Et donc là où Wilder, je pense, a pas réussi à travailler, c'est comment arriver à vaincre Fury sur d'autres domaines. Mais en fait, Fury est tout simplement meilleur sur les autres domaines. Mais j'ai l'impression qu'on peut énormément relier ça à l'entrepreneuriat ou au business, qui est la question de, face à une autre entreprise concurrente, par exemple, je me fais totalement dominer sur la majorité des détails, mais je vais réussir à trouver un autre angle pour aller attaquer. J'ai l'impression que ça pourrait se matérialiser avec la boxe, avec les sports de combat, et même avec le foot ou le basket. Est-ce que parfois, en fait, il y a aussi parfois une possibilité pour quelqu'un de moins compétent ou de moins bon d'un premier rapport de gagner parce qu'il appuie sur le bon domaine? Bah, tu sais, exactement. En fait, il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. Il y a des qualités qui peuvent devenir des défauts et des défauts qui peuvent être des qualités. Et là, quand on est tous les deux face à face, si jamais on boxait, tu pourrais être meilleur que moi. Je pense que tu me battrais quand même. Tu pourrais être meilleur que moi sur 9 domaines sur 10, tu vois. Mais si toi, tu t'éparpilles sur les 9 domaines et que moi, j'ai trouvé ta faille et que je l'exploite à 100%, bah, je peux te battre. Donc, tout comme une partie d'échecs où des fois tu vois quelqu'un s'en sortir et mettre un échec et mat avec un pion, avec pas les pions les plus forts. Tu vois, tout est possible à partir du moment où tu construis et en fait tu sais écouter. Pour moi, une des grandes qualités d'un champion, c'est d'être disponible. Disponible, c'est-à-dire d'être à l'écoute et de savoir penser à l'autre avant de penser à soi. C'est-à-dire que je pense à moi dans le sens où je suis conscient de toute mon énergie, de tout ce que j'ai fait, mais je ne regarde que l'autre pour être attentif à ce qu'il me fait, tout comme quand on fait un échange, une discussion. Si je prends le monopole et que je fais que parler, j'apprends rien. Par contre, si je t'écoute parler, je vais pouvoir répondre mieux à tes questions, je vais pouvoir mieux répondre, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, et puis ça paraît d'ailleurs d'autant plus cohérent dans un sport où il faut battre un adversaire, peu importe le sport. Si même on se concentre sur le fait d'être meilleur, on peut se faire battre parce que l'autre a juste compris autre chose. Exactement. Et je prends un exemple, je sais pas si tu es fan de foot ou pas, mais il y a l'Atlético Madrid par exemple, qui est souvent une équipe très connue pour le combat et qui est parfois moins bonne techniquement, et qui bat des très grandes équipes parce que justement ils proposent autre chose. Est-ce que parfois on a des modèles dans le business, dans le sport, mais par exemple dans ton sport, trop uniques, où en fait on se dit il faut suivre ça pour gagner alors qu'il y aurait peut-être d'autres voies? Bah oui, complètement. Si tu veux, donc encore une fois, donc moi j'ai appris la boxe, etc. Je me suis inspiré, donc j'ai été inspiré par plein de grands champions et forcément tu as le modèle un peu iconique de la boxe, en tout cas dans ma vision, qui était Tyson. Et donc je regardais Tyson, je regardais plein. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas à être comme lui. Enfin, je suis pas lui, je serai jamais lui, mais même plein d'autres. Et en fin de compte, le modèle sur lesquels j'essayais de m'inspirer, c'était des gens différents profondément, qui avaient vécu des choses différentes, qui avaient eu des enfances différentes, qui avaient des parcours différents, qui avaient eu des vies dures, etc. Et ça, je pouvais pas être comme eux parce que j'avais pas eu la même vie. Et donc, il a fallu que je me dise, bon, bah, c'est pas grave, j'ai peut-être un autre parcours, j'ai pas trouvé de modèle qui fit avec qui je suis, je vais construire quelque chose. Et en travaillant sur la technique, sur d'autres bases, eh ben j'ai arrivé à tirer mon épingle du jeu. Et donc en fait on a tous une possibilité de sortir notre épingle du jeu. Il suffit de se connaître en fait, et vraiment d'apprendre à se connaître. C'est ça le plus dur pour un sportif de haut niveau, c'est que la durée de vie est assez courte, et du coup ça te demande de te connaître très très jeune, de savoir quelles sont tes qualités, comment tu vas travailler tes qualités, quels sont les axes d'amélioration, etc. Ce que tu sais généralement des fois à 50-60 ans, là le sportif il y a 25 ans il sait déjà tout ça. Ouais, je comprends. Donc en fait, tu es obligé de vivre un parcours accéléré parce que tu es obligé de t'en sortir. Exactement. Mais c'est intéressant parce que ce que tu me disais en off, c'est que tu as tout de suite été aussi entrepreneur, c'est-à-dire que tu étais toi-même la boîte de production de tes propres combats. Comment tu as eu ce réflexe en fait de tout de suite investir sur toi, aussi au-delà, on va dire, du côté sportif, mais aussi du côté l'argent que va générer en fait tes Bien qualités sûr. sportives? Alors déjà, avant même de faire ça, je vais ouvrir la voie et mettre un peu de lumière sur l'ensemble des combattants que j'ai pu côtoyer. En fait, un combattant, un boxeur, sans le savoir, c'est déjà un petit chef d'entreprise, parce que
comme c'est un sport quand même assez, on va dire, artisanal sur certains points, il crée lui-même son équipe, tu vois, son entraîneur, il crée son entourage. Il n'y a pas comme une équipe de foot il est dans un club et tout est géré. C'est à lui de s'entendre, de fonder l'équipe. Tu le sais mieux que moi, toi qui es dans le business, une des premières choses qu'on regarde dans un business plan, c'est l'équipe, comment est constitué l'ensemble de la team. Et donc le boxeur de base, il développe ses soft skills sans le savoir, tu vois. Il avance et donc moi en fait de manière un peu inconsciente, j'avais mes parents qui m'ont poussé donc à faire mes études. Je me suis dit bon, ils ont raison, et en vérité la boxe m'a poussé vers l'excellence. Elle m'a donné envie de faire des études à côté. Et en fait, au fur et à mesure des cours qu'on avait en marketing, je me suis dit mais finalement tout ce qu'on est en train d'étudier, il faudrait que je m'en serve pour faire quelque chose dans mon sport. Et je ressentais en fait jeune cette espèce de devoir de faire quelque chose de différent dans mon sport, parce que je ressentais cette différence parfois avec d'autres athlètes. Et en fin de compte aussi, ce qui a animé ça, c'est que quand j'ai rêvé de devenir champion à 13 ans, j'imaginais des soirées incroyables à Las Vegas, plein d'oseille, plein tout ça. Et en fait, à 20 ans, je me suis rendu compte que c'était un sport quand même assez confidentiel, que c'était pas les combats de Mayweather à Las Vegas. Et du coup, je me suis dit, tiens, si c'est pas ça ce que te propose l'écosystème actuel, pourquoi pas toi le créer sur mesure et designer un peu ta vie comme tu l'entends. Et c'est comme ça qu'a démarré ma première aventure. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet pour beaucoup de sports qui sont pas des sports ultra financiarisés comme le foot ou le basket aux États-Unis. C'est que énormément de sportifs comptent peut-être trop sur l'argent que va leur rapporter leur sport, alors même que ils seraient payés qu'en tant qu'acteurs en fait de ce sport à ce moment-là, au lieu d'être eux-mêmes en fait les parties prenantes de l'écosystème. Le déclic, tu me disais que tu faisais des études à Dauphine, mais le déclic c'était quoi? C'était un truc qui était même d'éducation, c'était... Comment tu t'es dit, parce que c'est beaucoup de gens, et je prends l'exemple de d'autres sports comme par exemple même le cyclisme, c'est des sports où on va pas forcément réfléchir à l'argent que va générer l'écosystème, parce qu'on va trop se positionner comme un acteur se positionnerait plutôt qu'un producteur de film par exemple. Tu vois, il y a Einstein par exemple qui te dit: je remercie les gens qui m'ont dit non, car grâce à eux, je l'ai fait moi-même. Et en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure, on a des faiblesses qui sont des qualités qui sont des faiblesses. Et dans un sport, quand il y a des faiblesses parce qu'il est un peu plus confidentiel, parce qu'il ne te permet pas d'en vivre en tant qu'acteur de ton sport, et ça t'oblige quelque part, si tu veux continuer à vivre de ton sport, à développer d'autres qualités pour financer ta performance, pour financer tout un tas de choses. Et donc tu développes plein de qualités, plein de compétences. Donc finalement, cette première défaillance de ton sport est une qualité pour toi si tu sais l'apprendre, parce qu'elle va te permettre de développer des atouts, plus peut-être qu'un footballeur où lui va être dans son écosystème où il y a tellement d'argent, tellement d'enjeux, que déjà il est souvent embrigadé par toute une équipe où lui il est concentré uniquement sur le ballon. Et après, je te dis ça, il y a tellement d'amis footballeurs qui sont des exemples de réussite après leur carrière, qui étaient pendant hyper smart et qui en ont pas fait que jouer au foot. Mais voilà, mais en même temps c'est humain. Tu vois, à la base, notre volonté c'est de vivre de notre sport. Ouais, je comprends. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on disait un peu sur Blaise Matuidi qui lance un fonds d'investissement. J'ai l'impression que c'est un truc qui est enfin en train d'arriver en Europe, et que ça fait peut-être 10 ans que c'est réellement en train d'émerger. C'est le côté un peu sportif entrepreneur. Michael Jordan était déjà en son temps. Voilà, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'allais te dire, tu vois, à l'époque, et c'était le meilleur en plus. Lui, il a été, c'est pour moi l'exemple type du plus grand sportif, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, sur l'aspect business. Pour moi, il y a deux athlètes, tu vois, au XXe siècle, et sur deux créneaux différents. Mohamed Ali, qui lui a influencé plutôt le côté humain, le côté social de l'humanité, donc avec une portée immense, et qui était en plus un champion hors pair. Et t'as de l'autre côté Michael Jordan, qui lui a influencé l'économie du sport. Alors Ali a influencé l'économie aussi, mais je veux dire, Jordan il n'avait pas cette dimension sociale et humaniste qu'a Mohamed Ali. Et aujourd'hui, Michael Jordan c'est une marque, c'est une ampleur énorme. Ouais, je suis d'accord. Et puis après, on voit les choses de plus en plus se développer. LeBron James, qui est un excellent businessman aussi. Cristiano Ronaldo, qui a été un des premiers aussi en Europe à vraiment développer un empire autour de son nom. Parce que c'est aussi en fait ce que tu peux réussir à faire. C'est en fait tu crées le levier sur le respect que tout le monde a pour toi, et même entre guillemets te doit, de l'excellence de la performance d'être champion du monde. En plus 5 fois dans une discipline.
qui en fait permet de mettre de la lumière sur en fait d'autres business à développer. En plus t'es mannequin, donc moi ça m'a fait beaucoup marrer comme truc. Alors c'est pas tout à fait mannequin en fait, en vérité c'est que j'ai été modèle pour des campagnes de différentes marques et j'ai pas fait de défilé tu vois comme un, Non, comme un bien sûr. mannequin, mais ouais. Non mais tu vois, et c'est une logique et un raisonnement que tous les sportifs n'ont pas encore aujourd'hui, alors que aujourd'hui, j'ai envie de dire l'écosystème sport, c'est de la visibilité, c'est Bien du sûr. programme télévision, c'est ce genre de choses. Et parallèlement, tu vois, il faut aussi faire attention parce que, en fait, selon moi, tu vois, faut pas oublier que la colonne vertébrale de tout ça reste le sport et la performance. Et comme aujourd'hui on vit dans un monde d'image où justement on se diversifie, et ben, je le vois plus avec des jeunes autour de moi où ils vont davantage penser avant leur performance et la création de leur carrière, même si c'est dans un coin de leur tête, à tout le côté image, etc. Et pour moi, ça va ensemble, mais la priorité est à mettre sur le fond, quoi, tu vois, et ne pas. C'est comme un Instagram, tu vois, c'est un super outil de communication, mais il faut pas que ça devienne un outil que de forme. C'est hyper intéressant quand tu apprends des choses au travers de. Même si c'est un réseau social d'image avant tout, tu peux apprendre quelque chose. Et à la base, c'est ça les réseaux sociaux. Je suis complètement d'accord, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'industries où justement les réseaux sociaux et la visibilité que ça apporte devient parfois plus important que justement le sujet même. C'est le cas du rap aussi, on peut trouver. C'est le cas de n'importe quel. On va te donner le nom d'un coiffeur ou le nom d'un coach. Tu vas regarder son Instagram, tu vas dire ah bah il a l'air bien parce qu'il a tant d'abonnés, ce qui veut rien dire, ce qui est complètement fou. Et en fait, donc c'est là où on se rend compte que l'image a pris le dessus sur le fond. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et donc, toutes les personnalités qui ont ça a créé aussi des super vocations, des gens hyper commerciaux qui ont pu faire des empires alors qu'ils n'étaient pas forcément autant talentueux que d'autres, mais qui avaient cette force de persuasion, cette capacité à bien communiquer. Ouais, je suis d'accord. Et c'est en fait un peu la logique de ceux qui sont connus par les réseaux sociaux et ceux qui ont des communautés de réseaux sociaux parce qu'ils sont connus tout court dans la réalité. Exactement. Et on voit parfois, moi ça m'amuse toujours parce que nous on côtoie énormément de profils différents, parfois de politiques ou d'entrepreneurs qui ont très peu de réseaux sociaux jusqu'à des influenceurs qui ont des énormes réseaux sociaux. Et c'est marrant de voir qu'en fait, ils ont l'air plus connus alors que pour beaucoup d'entre eux, ils ne le sont pas en fait. Et exactement. Et si tu veux, moi, il y a quelque chose qui, pour moi, doit être le moteur, en tout cas chez un athlète, c'est pas d'être connu, c'est d'être reconnu. Et d'être reconnu, pour moi, ça signifie d'être une reconnaissance par ses pairs, par des personnes qui sont emblématiques dans ton domaine et qui reconnaissent ta valeur, etc. Et alors qu'être connu, ça veut tout et rien dire, tu vois, tu peux être connu par des ados de 12 ans, de 8 ans, des gens qui n'ont rien à voir finalement, qui connaissent même pas vraiment le talent mère, tu vois, qui ferait ta connaissance. Donc je pense que, tu vois, tu parles de comme un exemple, Will Smith qui se met sur Insta, du jour au lendemain, il a des millions d'abonnés parce que tout le monde le connaît et il n'a pas besoin de ça. Je comprends. Et puis tu es toute cette discipline que tu tires du sport, c'est aussi quelque chose que si jamais tu t'occupes trop de ta communication, tu n'arrives même plus à développer ta discipline, même sur la communication. En fait, donc tu perds même la valeur presque de compétence en fait, même que te développe le sport. Bah ouais, non, mais je suis d'accord et c'est vrai que c'est pas facile de gérer sa communication, c'est pas quelque chose. Alors moi je suis pas né dans les réseaux sociaux, ça c'est venu, c'était un outil pour moi. Moi je me souviens que je m'étais dit, il y avait Instagram et Facebook et je m'étais dit je vais me créer une page Insta et une page Facebook officielle quoi. Le jour où je serai champion du monde. Tu sais, je m'étais dit avant je mérite pas. Tu sais, c'est drôle, hein, tu vois, je m'étais mis ce truc là et donc j'ai créé ça en 2014 et voilà, et aujourd'hui ça fonctionne totalement différemment. On est dans l'image avant tout et pas pour tout le monde, mais dans beaucoup de domaines comme on en parlait et donc faut être vigilant. Ok. J'ai une question qui est peut-être indiscrète et si tu veux pas y répondre, il n'y a pas de problème, mais c'est ça a été quoi la plus dure épreuve en fait dans ton sport et enfin dans ce que tu as vécu? Quel est le moment où tu t'es dit putain c'était peut-être pas sportif en fait ce que je voulais faire? Le moment de doute ultime. Le moment de doute ultime, bah écoute, ça a été en fait il y a eu un moment donné où dans mon parcours donc j'étais en licence et donc à Dauphine et en même temps j'étais athlète, je crois que je faisais les championnats de France et en fait j'arrivais plus nulle part. C'est-à-dire que
À l'école, j'arrivais pas. J'avais des notes catastrophiques. Catastrophique, c'est moins de 2 sur 20. C'est genre vraiment, tu vois, c'est horrible. Parce que j'avais pas les bases de trucs, bon bref. Et pareil, à l'entraînement, je devenais nul. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce qui est hyper intéressant, parce que c'est ce que m'a fait comprendre le sport et les études, c'était que d'un côté, à l'école, on était en train de développer mon cerveau intellectuel, l'acquisition de connaissances, etc., me construire des choses. Et de l'autre côté, sur le ring, bah, je perdais tout l'aspect intuitif, tu vois, que dont tu as besoin, parce que ça reste du sport, c'est avant tout de l'intelligence émotionnelle. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, on s'en fout des études, focus sur le championnat de France, tu gagnes ce championnat de France, et une fois que tu l'as gagné, tu te focuses sur les études. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 100% de mon énergie sur une tâche, qui était en l'occurrence le championnat de France. J'ai remporté le championnat de France, j'avais pas beaucoup de temps pour réviser, après pour mes partiels, mais par contre j'étais à 100%. Après j'avais passé ça, je me suis dit je célébrerai plus tard, ça c'est fait, j'ai coché cette case, maintenant 100% sur une tâche. Et aujourd'hui, tu vois, quand je parle avec des mecs plus jeunes, ce qui est pas facile pour les jeunes, c'est ils se sont habitués tout de suite à faire plein de choses en même temps, et donc ils ont du mal à aller loin dans un truc, parce que je peux pas te parler et parler avec le caméraman en même temps, ça n'existe pas. Si on veut être à 100% dans notre interaction, il faut être à 100% ensemble. Et aujourd'hui on a le téléphone portable, Ouais, tiens, j'ai un appel. c'est très dur d'être 100%. Et donc ce que je peux conseiller, c'est d'arriver à se mettre à 100% sur une chose et d'aller au fond, quoi, à fond. Ouais, ultra focus. Ouais. Super, super intéressant, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est un truc, nous, qu'on voit beaucoup à notre génération, même à titre perso, je peux être parfois moi le symbole de ça, d'être sur beaucoup de choses à la fois. Et c'est vrai que tu sens parfois des blocages de ne pas pouvoir faire le kilomètre de plus qui te permet de devenir vraiment meilleur que tout le monde, quoi. Ouais. C'est les deux questions qu'on pose à n'importe qui vient au crayon. Quelle personne, plutôt dans le business, t'aimerais voir dans ce type d'interview sur le crayon? Alors moi, malheureusement, celui qui m'inspire, enfin celui que j'aurais aimé rencontrer et du coup que j'aurais aimé voir une interview, ça aurait été Bernard Tapie. Ouais, je suis d'accord. Donc, mais alors bah du coup, quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration quand même, enfin de l'admiration qui m'intéresse, Carlos Ghosn. Tu vois, si tu veux mettre un mec business, il a rien à voir, hein, mais non, mais très intéressant, je suis tu d'accord. vois, Ça m'intéresse. ça m'a fait penser en fait. Tu vois, j'ai répondu comme ça dans la show. C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais vraiment parlé de business en fait en interview. On lui parle plutôt de politique ou de son histoire avec le Japon, mais on ne parle peut-être pas de business. C'est très intéressant. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui te porte un peu au quotidien en termes de mentalité ou qui te remotive? Ouais, bien sûr. Bah alors c'est celle d'un très bon ami qui s'appelle Frédéric Liver. Le non, on l'a déjà. Le oui, on va le chercher. Ok, énorme. Merci beaucoup Cyril, c'était vraiment super intéressant. Et encore un grand bravo parce que merci beaucoup. Faut vraiment une détermination et accepter de prendre les coups littéralement pour arriver là où t'en es. Et bref, en tout cas aux autres gens qui nous regardent, un grand bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews, de nouvelles émissions. Abonne-toi, n'hésite pas à commenter et à donner ton avis sur ce qui a été dit. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.